Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, on se retrouve donc pour l'épisode 2 de cette petite trilogie sur le zoo de Ponscorf et sur Rewild. Avant de commencer la vidéo, je voudrais faire un petit point parce que depuis la publication de la vidéo la semaine dernière, il s'est passé beaucoup de choses. Donc il y a notamment Jérôme Pensu qui est un peu à la tête de Rewild qui m'a répondu sur le fait que ma vidéo était un peu inexacte. Alors il faut savoir que sur ce fait, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord que je ne suis pas journaliste et qu'il connaît sans doute le sujet bien mieux que moi. J'ai malgré tout essayé de faire un bilan, un historique du zoo qui est, je pense, est certainement approximatif, mais qui résume bien la situation. S'il fallait résumer la vidéo du Zone Ponscorf en une phrase, c'est que l'historique est très compliqué, et donc tout ça, ça impacte forcément sur la gestion de Rewild. Autre point important, je ne sais pas si vous connaissez l'effet Dunning-Kruger, il faut savoir que je potasse le sujet depuis quelques jours, si ce n'est semaines à temps plein. J'ai été en contact avec des gens du zoo de Ponscorf, des Trois-Vallées, et donc j'ai appris beaucoup de choses un peu en interne, qui est très intéressant. Tout ça pour dire que moi je suis plus dans la partie basse du graphique qui est nommée la vallée de l'humilité. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Autre point important sur le fait que je ne suis ni pro-zo ni anti-zo et ni pro-rewild ni anti-rewild. Je suis juste un citoyen lambda qui essaye de savoir le vrai du faux. Donc, dernière chose concernant ce commentaire, tout ça pour vous dire que je fais très attention à ce que je dis. Je sais dorénavant que cette vidéo va être vue et scrutée et que de toute façon je ne suis pas là pour faire du tort, je ne suis là que pour relater des faits. On va donc commencer depuis le début, à savoir qu'est-ce que c'est Rewild. Donc je suis allé sur leur site internet, qui est très bien. Rewild est une organisation fondée par des ONG, spécialisée dans la défense, la sauvegarde, la saisie, le soin et la réhabilitation d'animaux sauvages, victimes du commerce, ainsi que dans la conservation et la protection des animaux sauvages et de leur habitat. Leurs objectifs sont divers, ça peut être donc le soin de la faune sauvage, le financement des opérations, la conservation, l'expertise et la prise en charge, l'accueil et le soin des animaux saisis aux trafiquants, etc., etc. Je vous laisse aller voir leur site internet si vous voulez plus de détails. Rewild est donc composé de différentes associations. On peut citer notamment donc Sea Shepherd, le Centre Athéna et le Biome. Donc quand on a vu tout ça, on se rend compte que Rewild est pour la conservation, contre le trafic et pour la protection des espèces. Ça c'est indéniable, leurs actions sont bonnes, elles sont sur du bien fondé et d'après moi c'est une excellente chose. Malgré tout, suite à ça, j'ai une question qui arrive, c'est pourquoi Rewild rachète un zoo? Quand Rewild est créé pour la gestion, créer un établissement qui va aider à gérer les animaux saisis et leur trouver une destination qui soit autre chose que la destination captive. Quand Rewild naît, nous n'avons pas à vocation à acheter un zoo. Bon, au moins c'est clair, il le dit, quand Rewild le naît, il n'a pas vocation à acheter un zoo. Malgré tout, et en toute bonne foi, je trouve ça quand même assez étrange dans le sens où Rewild n'a pas vocation à acheter un zoo, ça c'est pas moi qui le dis. Monsieur Ferrara ne vendait pas son zoo à la base. J'ai rencontré M. Ferrara qui au téléphone m'avait dit qu'il ne vendait pas son zoo, mais qu'il était curieux de connaître notre projet. Et que subitement, après quelques heures d'échange, il décide de léguer son zoo à Rewild, qui a pour projet donc de libérer les animaux. Et après 6 heures de discussion, M. Ferrara accepte de nous vendre le zoo. Bon, encore une fois, je ne suis ni contre Rewild, ni contre les zoos, mais le projet quand même, je veux dire, le monsieur ne vendait pas son zoo, Rewild n'a pas vocation à acheter un zoo, Rewild achète un zoo pour libérer les animaux, et le propriétaire, M. Ferrara, sachant tout ça, vend son zoo. Je trouve ça assez étrange. Malgré tout, Rewild a l'occasion d'acheter un zoo pour très peu cher, donc je veux dire, tant mieux pour eux. Certains me diront, oui, mais un zoo ça coûte cher tous les mois, ça on en reparlera juste après. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser principalement aux accusations et à la réponse de Rewild suite à la conférence de presse. La première accusation vient de l'AFDPZ, donc c'est l'Association française des parcs zoologiques, une accusation qui date d'avril 2019. Le zoo de Ponscorf, établissement qui connaît des difficultés financières depuis de nombreux mois, est actuellement sous le feu des projecteurs. L'AFDPZ tient à préciser que suite à une visite de membres du conseil administratif de l'AFDPZ au zoo de Ponscorf, le vendredi 5 avril 2019, un courrier de mise en demeure avec une demande de mise en conformité pour des raisons de sécurité et de bien-être animal lui a été adressé. En effet, de nombreux points relevés ne correspondaient pas à l'éthique de l'AFDPZ et aux standards des parcs zoologiques modernes. Nous serions heureux qu'une éventuelle reprise permette l'amélioration rapide de ce parc. Rewild a donc fait un communiqué par rapport à cette accusation. Je mets des guillemets parce que ça date d'avril 2019. Le rachat du zoo date de décembre 2019. Donc en fait, j'ai juste pas compris pourquoi Rewild prend la mouche, alors qu'en fait cette accusation, elle était faite à l'encontre de M. Ferrara, ou du moins à l'encontre du propriétaire en avril 2019. Et à cette date-là, si je dis pas de bêtises, personne n'était au courant, ni même Rewild, qu'ils allaient racheter le zoo. Peut-être que je me trompe. Je pense même qu'au contraire, la FDPZ, quand ils disent « Nous serions heureux qu'une éventuelle reprise permette l'amélioration rapide de ce parc », je pense qu'ils veulent que M. Ferrara vende à quelqu'un, et donc ce quelqu'un pourrait être Rewild. Donc en fait, je pense que la FDPZ, dans cette lettre, est même pour Rewild. Donc en tout cas pour un repreneur. Donc bon, je comprends pas pourquoi Rewild répond sèchement, ça je sais pas, j'ai pas compris.
On va donc doucement rentrer en guerre des clochers, vous allez le voir, et que chacun prêche pour sa paroisse. Suite au rachat du zoo, le HASA, donc qui est l'association européenne des zoos et aquariums, a fait un communiqué. C'est en anglais, je vous le traduis. Je cite: le HASA se sent obligé de publier une déclaration pour souligner nos graves préoccupations. Bon, là j'avoue que ça commence pas très bien. Ce que j'ai pas compris, c'est que Riwal ne répond pas aux accusations, alors qu'en plus il a les billes pour se défendre. Mais comme il le fait pas, moi je vais le faire à sa place, parce que pour vous prouver que je suis de bonne foi, et que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Première critique de l'HASA, ils disent: les animaux qui vont dans des zones qui ont déjà atteint la capacité maximale de l'espèce courent un risque très élevé de mourir de faim, d'être tués par des prédateurs, ou des concurrents, ou d'être tués par des humains. Alors, la capacité maximale de l'espèce, ou la capacité maximale de charge, ou la capacité maximale du milieu, alors c'est un concept qui existe, mais il faut savoir que quand on réintroduit un lion, même si on réintroduit 10 lions, on ne pourra jamais atteindre la capacité maximale du milieu. Sur ce coup-ci, ayant fait un master de biologie, je peux répondre d'un point de vue vraiment biologique, et je trouve ça assez aberrant que l'ESA dise que les animaux qui vont dans des zones qui ont atteint la capacité maximale de l'espèce. Mais justement, le but, c'est de réintroduire des espèces où il n'y en a pas beaucoup. Donc, atteindre la capacité maximale de l'espèce pour des mammifères en danger, ça n'existe pas. Je veux dire, encore on parlerait de lapins en France ou de sangliers, oui, mais des lions en Afrique, je pense qu'on est loin d'atteindre cette capacité. Donc, argument qui ne tient pas. Ensuite, l'ESA nous dit: les animaux qui vont dans des zones protégées par des ONG de conservation bouleverseront les plans détaillés de ces projets et mettront en péril leur succès. Dans ce cas-là, si j'écoute le HASA, il faut savoir que Riwal donc, ne peut pas faire de l'introduction d'espèces, mais si Riwal ne peut pas, personne ne peut. Parce que du coup, ça va bouleverser les plans détaillés. Encore une fois, moi je comprends pas, d'un point de vue... peut-être que je suis juste trop novice, trop néophyte, mais je comprends pas cet argument, pour moi c'est pas un argument. Par contre, troisième point qui est important, et qui je trouve est pertinent, enfin, l'investissement requis pour introduire chaque animal de Pont-Scorff s'élèverait à des millions d'euros, à dépenser pour la formation, le transport et le suivi des animaux, sur des décennies pour assurer le succès des projets. Bon, là enfin on a un argument qui est valable et qui est viable. C'est vrai que le zoo ça coûte très cher mensuellement, et que réintroduire une espèce ça coûte encore plus cher, on en reparlera juste après. Dans ce cas-là, on sait que Riwal veut changer d'économie, mais que évidemment, sans visiteurs, ce qui est le cas actuellement, ils perdent beaucoup d'argent. Il faut payer la nourriture, il faut payer les employés, il faut payer les charges, il faut payer le loyer. Dans ce cas-là, je pense qu'on n'aura pas de réponse tout de suite, on attend juste le changement d'économie de Riwal et du zoo pour savoir comment ils vont s'en sortir. Bref, on va donc maintenant passer au communiqué de presse et aux accusations de la DDPP. Déjà, qu'est-ce que la DDPP ? C'est la Direction départementale de la protection des populations. C'est l'ancienne direction des services vétérinaires et actuellement donc, ça regroupe la DDSV, donc les services vétérinaires, et la DDCCRF qui est le contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La DDPP a pour mission notamment l'assurance de la protection des consommateurs, la garantie de la qualité de l'alimentation, la prévention et le contrôle des dangers liés aux protections animales, et enfin ce qui nous intéresse, ce qui est l'assurance de la santé et de la protection des animaux. Leur bête noire, qui est donc le président de la DDPP du 56, du Morbihan, c'est un certain Jean-Michel Chaperon. Ce qu'on demande à Riwal, c'est les enregistrements qu'il aurait dû mettre en place dès son arrivée au zoo. Et puis, ce qu'on lui demande, c'est aussi de recruter un capacitaire dont on savait quasiment au mois de mars qu'il serait manquant à partir du mois de juin. Voilà, donc à partir de là, une fois que ça c'est réglé, on n'a plus de sujet. Bon, à l'écouter dans les vidéos, il n'y a pas grand chose à changer. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe. Donc pour mettre un peu de contexte, je vais citer Riwal qui nous dit: Monsieur Jean-Michel Chaperon, directeur de la DDPP du Morbihan, à l'origine de la mise en demeure préfectorale contre Riwal, vient d'être cité devant le tribunal correctionnel de Paris, où il devra répondre du délit de diffamation publique. Donc vous voyez, c'est très tendu entre les deux parties. On va donc maintenant voir les faits reprochés. La première chose, ça va être l'arrêté de fermeture immédiate. Quand Riwal rachète le zoo, il décide de les fermer au public. Cependant, il semblerait par dénonciation que 2 personnes aient été vues entrant au zoo. Riwal y répond simplement: un arrêté de fermeture immédiate interdisant la visite au public. Ça ne nous touche pas beaucoup puisqu'on l'avait fait, mais c'est dû à une simple dénonciation de quelqu'un qui aurait vu des visiteurs. C'était en fait des stagiaires d'un de nos opérateurs, de nos, comment est-ce qu'on appelle ça, de nos prestataires de services. Donc pour le coup, il n'y a jamais eu de personnes qui sont venues ici pour visiter, puisqu'on a fermé à partir du 2e jour où on est arrivé. Donc c'est les stagiaires, problème résolu. Parlons maintenant des carissages. Bon, faut savoir que ça a fait les gros titres, et tout le monde s'en est pris à Riwal contre ça. Bon, je vous avoue que c'est très limite, surtout que l'information était assez floue pour tout le monde. Maintenant, on le sait, les animaux ont été répertoriés et pesés. Les congélateurs étaient pleins, donc forcément quand tu les vides, ça fait du poids en plus. Le gros point noir, c'était sur le rhinocéros, parce que d'une part, c'est une bête mythique du zoo, et d'autre part, c'est que
étant très lourd, forcément, il pèse dans la balance. Bon, malgré tout, depuis, il y a des autopsies qui sont en ligne pour donc, le rhinocéros noir, pour le zèbre et pour le Watusi. Donc, bon, là-dessus, ils sont transparents. D'autant plus un point important que, comme c'est noté, il n'y a pas d'enlèvement d'équarrissage depuis le 9 avril 2020. Donc c'est quand même preuve de bonne foi, de bonne volonté. Malgré tout, un tout petit point négatif, pour être tout à fait honnête des deux côtés, le rhinocéros avait été annoncé mort à 1 tonne 5, puis 1 tonne 2, puis au final 920 kg. Quand on est médiatisé comme Rewild, et quand on est scruté comme Rewild, on ne peut pas se permettre de dire des bêtises. Bon, c'est pas bien grave, mais sur le fait que si tu dis une chose de travers, ça va être repris et ça va être amplifié x 10. Et donc quand Rewild s'avance sur le 1 tonne 5 et que c'est pas le cas, forcément, il faut s'attendre à un retour du bâton. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas là pour juger, je relate juste les faits. Ok, on va donc maintenant s'intéresser au CDC, qui est un sujet passionnant que vous allez le voir. Le CDC, ça veut dire certificat de capacité. Il en existe 4 qui sont le CDC élevage, soins, présentation publique et enfin vente et transit. Pour les néophytes, il faut savoir qu'une soigneuse animalière n'a pas de ce fait un CDC soins. Un CDC soins, élevage ou autre, ça se passe en faisant un dossier qui est souvent assez conséquent et on passe devant un jury sur Paris. Cependant, comme le dit Monsieur Pensu, sur 11 soigneurs, vous en avez 10 qui aujourd'hui sont en train de déposer un certificat de capacité. C'est-à-dire qu'on est le rare établissement dans lequel vous avez des soigneurs à qui on leur dit « vous êtes compétents ». Faites valoir vos compétences dans le cadre d'un certificat de capacité, déposez-le. Après X années d'expérience, tu peux demander l'équivalent d'une VAE, et donc tu valides tes acquis. Malgré tout, il faut quand même faire un dossier et passer devant un jury. Autre point important concernant les CDC élevage, de base, il est impossible d'avoir le CDC élevage tout animal du jour au lendemain. On commence toujours par un taxon ou un groupe du style grenouille, serpent non venimeux, oiseau, avec une liste des espèces que l'on veut élever, et ensuite, au fur et à mesure, on peut agrandir cette liste d'espèces. Mais c'est important de savoir qu'un CDC tout animal, je pense que c'est très compliqué si ce n'est impossible. Souvent, on va dire on a un CDC qui gère les mammifères, un CDC qui gère les reptiles, un CDC qui gère les oiseaux. Enfin, vous avez l'idée quoi. Dans le cas de Rewild, ils ont bel et bien des capacitaires, sauf que si j'ai pas de bêtises, ils ont un capacitaire oiseau, un capacitaire reptile et un capacitaire canidé. Et on leur reproche de ne pas avoir un capacitaire pour les gros mammifères du style girafe, rhino, hippo. Malgré tout, Rewild sait ce qu'il fait et donc ils auront un capacitaire pour les animaux souhaités en temps et en heure. Dans les 2 mois qui viennent, un certificat de capacité sera déposé pour la totalité des espèces. On continue donc concernant les médicaments périmés. Donc là encore, c'est très bien expliqué, c'est très clair et c'est très précis de la part de Rewild. On leur reproche d'avoir montré des vieilles ordonnances, sauf que en réalité, les boîtes de flagyl administrées aux animaux, ce sont bien des médicaments qui sont d'actualité. Au final, je pense que c'est juste une mauvaise communication ou une volonté d'honneur de la DTPP, mais ça, je ne sais pas. On a aussi la lettre du vétérinaire qui nous dit « La pharmacie du zoo contient des produits, notamment beaucoup de flagyl, qui étaient présents avant Rewild et dont les dates de péremption sont valides. » À partir de ce moment-là, il n'y a plus de soucis. Concernant l'assainissement des eaux, donc c'est un problème qui est récurrent depuis des années à Pont-Scorff. Pour information, 93 bâtiments qui accueillent des animaux n'ont pas d'évacuation d'eau et la totalité par ruissellement partent à la rivière. C'est un délit. Voilà. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et d'un seul coup, on a une... Les services vétérinaires n'ont jamais relevé ça auparavant. De ce que j'ai pu lire en 2016-2017, suite à la visite de la DPP et de la mise en demeure, le zoo a créé des fosses de récupération des eaux dans certains bâtiments. Par contre, de ce que j'ai pu lire et comprendre, en effet, ça reste un gros point noir pour de nombreux bâtiments. Ça, Rewild le dit bien, et évidemment, ça va coûter beaucoup d'argent pour tout restaurer et à mettre à niveau. Bon, affaire à suivre. Dernier point que je vais aborder, parce qu'on ne va pas tous les citer, c'est par rapport au registre vétérinaire. Il n'y a pas sur cet établissement de registre vétérinaire. Qu'est-ce qu'un registre vétérinaire? C'est une pièce obligatoire qui doit être sur site impérativement et qui permet, en cas d'inspection, de vérifier l'état de santé des animaux, de vérifier que les médicaments sont bien associés à une ordonnance, pour vérifier en fait que tout soit géré correctement. Personnellement, ça m'a assez choqué de voir que le zoo est créé en 73 et que depuis cette date-là, il n'y a pas de registre vétérinaire. Pour la faire courte, je me suis renseigné et on m'a affirmé qu'il y avait bien un registre vétérinaire au moins jusqu'en 2018. Cependant, point important, suite aux différents rachats, différents licenciements, donc il y a différents vétérinaires qui ont tourné avec différentes personnes, différentes applications. Donc il est probable qu'en 2019, quand Rewild arrive, soit le registre était perdu, soit il était dématérialisé. Il a peut-être même être pu voler délibérément, ça je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que à l'arrivée de Rewild, il n'a pas de registre vétérinaire, ça oui. Par contre, avant 2018, il y en avait un.
On va donc maintenant s'intéresser et essayer de comprendre pourquoi il y a tant d'acharnement envers ce projet.